vous avez voté contre ce texte, contrairement à la position de votre groupe. Pourquoi ? J'ai voté pour en première lecture au Sénat et j'ai voté contre en deuxième lecture au Sénat parce que les modifications apportées par l'Assemblée nationale et le vote conforme proposé ne correspondaient pas aux valeurs que je défends et à la question de la proportionnalité des mesures prises à l'encontre des manifestations. Dans l'article 2, qui a été rédigé à nouveau à l'Assemblée nationale, on trouve des prérogatives données aux préfets qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de manifester pendant un mois sur l'ensemble du territoire national. Pour moi, c'est complètement disproportionné, surtout qu'à aucun moment on ne voit intervenir un juge. Donc, comme certains des membres de mon groupe, nous avons voté contre et nous avons ferraillé au Sénat pour défendre les libertés publiques, qui est quelque chose de très important dans notre pays. Alors pourquoi le Sénat ne s'en est pas tenu finalement à sa version initiale ? Est-ce que ce n'est pas un coup tactique, puisqu'on se rappelle que 50 députés de la majorité s'étaient abstenus sur le texte en première lecture à l'Assemblée, et finalement le Sénat vote le texte conforme et le texte va rester en l'état. C'est une manière de piéger la majorité et Emmanuel Macron ? Je crois que d'abord le président de la République a coupé l'herbe sous le pied de cette tactique, si tactique il y a, en annonçant avant même le vote du Sénat le fait qu'il saisirait le Conseil constitutionnel. Ce qui est un fait très rare. Première fois qu'il le fait depuis qu'il est président de la République, et fait très rare si on regarde l'histoire de la Ve République. Par ailleurs, je crois que beaucoup de sénateurs ont voulu stopper le débat parlementaire de peur qu'il prenne une proportion trop importante. Donc on a arrêté le texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, on a fait un vote conforme, il va aller devant le Conseil constitutionnel et nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira. Pour ma part, je pense que sur l'article 2, il y a un très fort risque de censure du Conseil constitutionnel. Finalement, on a un texte qui ne satisfait pas grand monde, parce qu'on a un texte qui a été à l'origine proposé par les sénateurs Les Républicains. Ensuite, il y a eu une annonce du Premier ministre qu'il y aurait un texte anti-casseur. Le gouvernement reprend ce texte. Finalement, il ne satisfait pas tellement la majorité. Les sénateurs, on l'entend, ont aussi des doutes. Que va-t-il rester au final de toutes ces manœuvres ? Il y a deux choses auxquelles il faut que nous fassions très attention. Ce sont les textes d'appel. Le texte de première lecture au Sénat était un texte qui faisait suite à Sivins, à Notre-Dame-des-Landes, au 1er mai. Donc, c'est souvent l'envie des parlementaires de faire un texte pour dire on veut répondre à un problème. Et deuxièmement, notre droit dans la lutte contre le terrorisme, comme dans la question de l'encadrement des manifestations, est déjà un droit extrêmement nombreux, important. Il y a beaucoup de dispositions qui existent. Il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains des préfets, entre les mains des magistrats. Donc pour le coup, on est dans un contexte qui est particulier, qui suit en plus de la crise des Gilets jaunes, où ce texte arrive au Sénat alors qu'il n'a pas été pensé pour répondre à cela. Donc je pense que là, finalement, la décision du Sénat permet d'arrêter l'hémorragie. Vous parlez de cette saisine du Conseil constitutionnel par Emmanuel Macron. Vous vous en êtes quelque peu étonné en séance. Quel sens vous lui donnez à cette saisine ? On a vécu, avec l'affaire Benalla au Sénat, une période dans laquelle on a beaucoup parlé de la séparation des pouvoirs et du fait que le Parlement et l'exécutif devaient avoir une obsession réciproque d'entretenir cette séparation des pouvoirs. Et là, pour le coup, et c'est pour ça que j'ai fait un rappel en règlement au début de séance, le président de la République annonce par la voix du porte-parole du gouvernement, donc c'est bien l'exécutif qui le fait, c'est pas un communiqué de presse de l'Élysée, qu'il y aurait une saisine du Conseil constitutionnel. Je trouve que il aurait pu attendre par courtoisie que les parlementaires se positionnent, que le débat ait lieu au Sénat, que le vote ait lieu pour annoncer cela. Donc ça montre qu'on est bien dans le champ politique et que là, pour le coup, le président de la République a joué, voyant qu'il y aurait un vote conforme, à utiliser l'article 61 de la Constitution pour dire « je me positionne dans le débat politique ». Alors le président n'est pas le seul à avoir décidé de saisir le Conseil constitutionnel au sujet de cette loi. 4 groupes parlementaires à l'Assemblée ont annoncé leur intention d'en faire de même. Il s'agit des groupes socialistes, communistes, de la France Insoumise et du groupe Liberté et Territoire. 80 députés en tout soutiennent ce recours. Ils estiment que cette loi met en danger le droit de manifester. Si désormais le président de la République se pose des questions, c'est peut-être pas tout à fait anodin. C'est pas lui qui nous précède, c'est plutôt nous qui l'avons bien précédé dans la défense de ses libertés publiques. Et encore une fois, je vous invite à vous interroger s'il se pose lui aussi des questions. C'est peut-être que, encore une fois, sur une démarche inédite de vouloir mettre une interdiction administrative, c'est-à-dire décidée par le préfet de manifester, là, c'est du jamais vu. Évidemment, ça va à l'encontre de l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme.
Vous soutenez ce recours des parlementaires, Loïc Hervé ? Je n'ai pas signé de recours au Conseil constitutionnel, considérant que d'abord il était fait à l'Assemblée nationale par un certain nombre de collègues parlementaires, députés notamment, et considérant que le président de la République l'ayant fait lui-même, précisant d'ailleurs les articles sur lesquels il porte son recours, il n'était pas nécessaire que je m'associe à une démarche de ce type-là. En plus, les collègues du groupe centriste au Sénat, nous ne sommes pas 60 pour réunir le nombre nécessaire pour faire un recours, donc je n'ai pas souhaité me... Mais vous trouvez ça bien que la gauche l'ait fait ? Il est fait, donc nous aurons... c'est bien que les différents groupes, il n'y a pas que des groupes de groupes, il y a des collègues centristes qui ont été interrogés tout à l'heure, et donc pour le coup, non, par contre, j'attends avec impatience de savoir ce que le Conseil va dire sur ce sujet. Comment vous pensez que certains articles vont être validés ? On ne connaît pas les délibérations, elles sont protégées par le secret, nous, et puis nous verrons ce qui sera dit. Je pense d'ailleurs que ce sera fait rapidement. Moi, je pense il y a des articles qui sont de nature à être invalidés. Vous lisez l'article 2, notamment l'alinéa 2 de l'article 2, c'est vraiment un droit extrêmement verbeux, mal rédigé. Quand on est sur les questions de liberté publique, moi je suis membre de la CNIL par ailleurs, c'est des sujets quand même qui font appel à des convictions profondes, à l'histoire et à un cadre juridique extrêmement précis. C'est vraiment... par exemple, on utilise le terme d'agissement. Mais c'est quoi un agissement ? Vous regardez le Larousse, un agissement, c'est une intrigue, une manière d'agir. Donc on va aller pénaliser ça alors que le tribunal ne sera même pas saisi. Mais juste pour être clair, pour finir sur ce sujet, est-ce que vous estimez qu'en votant conforme, le Sénat n'a pas joué son rôle de garant des libertés publiques ? Non seulement je le pense, mais je l'ai dit. Je pense que le Sénat, en votant conforme et en disant d'emblée qu'il allait voter conforme, il a permis au président de la République de jouer le rôle de garant des libertés publiques, alors même que la procédure parlementaire n'était pas terminée, que c'était bien au Sénat de faire ce rôle-là. Le Sénat a toujours été plus défenseur des libertés publiques que l'Assemblée nationale. Comme d'ailleurs l'ordre judiciaire a toujours été plus défenseur des libertés publiques que l'ordre administratif. Culturellement, traditionnellement. Je sais bien que ça souffre de quelques exceptions dans l'histoire, mais la spécificité de la Chambre haute dans le Parlement français, c'est bien ça.